Bah, très bien. Donc, je suis ravie d'être avec vous toutes et vous tous, voilà, au nom des enjeux et des hommes, pour faire un premier bilan sur cette thématique raison d'être et société à mission. Alors, je n'ai pas une vision très claire, mais vous allez m'aider au fil de vos interventions, de votre degré de connaissance du sujet. Mais je me proposais de commencer par replacer ces deux notions dans le contexte sociétal qui a amené à leur prise de pouvoir dans l'actualité des entreprises aujourd'hui. Quelques repères autour de la loi Pacte, de ses dispositions et de ce que ça implique dans la façon dont ça s'insère dans le management des entreprises. Et puis, quelques actualités sur raison d'être et société à mission, parce que vous avez peut-être suivi que récemment, dans l'actualité, avec le cas Danone, forcément, c'est sur les premières lignes, mais il y a un engouement important pour le statut de la qualité de société à mission. Et puis, nous aurons la chance d'avoir, à partir de 11 heures, deux témoignages. Donc, Frédéric Munier de Fago, qui viendra témoigner et répondre à vos questions sur la société à mission, justement, puisqu'ils sont société à mission depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et Rémi-Pierre Lapran, qui viendra d'une certaine façon préparer l'atelier numéro 2 sur la méthodologie de raison d'être, qui viendra parler de l'approche qui a été suivie sur le chantier de raison d'être qu'ils sont actuellement en train de mener. Et puis, on clôturera avec un tour de table, un peu comme Agnès vient de le faire, de vos attentes et vos besoins spécifiques sur le sujet. Sachant que les deux ateliers à venir, comme je l'anticipais, donc le prochain du 24 mars va plus être centré sur l'approche méthodologique et celui du début avril sera plus sur les enjeux d'articulation entre raison d'être et plateforme de marque, qui sont des sujets importants pour toute entreprise, mais a fortiori pour les entreprises dont l'enseigne est aussi le nom de leur marque commerciale et où, du coup, la façon de séparer ce qui est de l'ordre de la raison d'être et ce qui est de l'ordre de l'acte de communication et la plateforme de marque est important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Alors, quelques éléments de contexte sur ce qui se passe en ce moment au niveau des entreprises. Ça trouve bien sûr ses racines dans ce à quoi on est confronté et ce qui se passe sur la planète avec les médias qui viennent nous rappeler régulièrement ce que nous disent les scientifiques, c'est-à-dire un réchauffement climatique qui est plutôt sur une trajectoire en accélération par rapport aux prédictions. Le fait que l'ONU appelle tout récemment à déclarer l'état d'urgence climatique et nous rappeler l'enjeu des 17 objectifs de développement durable qu'ils ont édictés il y a quelques temps déjà, avec en ligne de mire 2030, et où il y a encore beaucoup de travail pour penser ne serait-ce que les atteindre. Davos, qui s'empare de ce sujet. Là, on est sur le sujet 2020. Le sujet 2021, c'était sur le grand reset, donc l'enjeu d'action climatique, l'enjeu d'implication des entreprises. Et puis, plus récemment, le lien qui est fait entre l'épidémie et la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui et les enjeux environnementaux qui amènent à se reposer la question vraiment de comment s'inscrit le développement économique et l'entreprise dans le contexte sociétal. Et cet état de fait qui monte dans les médias, bien sûr que ça crée des attentes croissantes dans la société civile, que ce soit par rapport aux enjeux globaux des changements climatiques qui amènent les gens dans la rue, sans parler des enjeux d'inégalité sociale avec ce qui a pu se passer, le mouvement des Gilets jaunes, mais une implication forte des étudiants avec le manifeste pour un réveil étudiant, et puis ce qu'on voit monter au niveau des fonctions recrutement sur le fait que toute une frange de la population se refuse maintenant à embarquer dans des entreprises dont les valeurs ne seraient pas en accord avec les leurs. Et puis, plus récemment, l'affaire du siècle, c'est-à-dire cette mobilisation citoyenne pour faire prononcer une condamnation à l'égard de l'État qui n'aurait pas pris suffisamment de mesures pour lutter contre le changement climatique.
Donc, c'est vrai que tous ces faits-là contribuent à attiser une certaine défiance vis-à-vis des institutions, et y compris du modèle d'entreprise capitaliste. Là, je vous ai mis un extrait d'une dernière étude qui a été faite au niveau international. Et ce qui est intéressant, c'est que ça démontre qu'en France, il y a une vraie défiance, à plus 13 points d'ailleurs par rapport à la moyenne internationale, vis-à-vis du capitalisme, qu'on accuse de faire plus de mal que de bien. Et on a vraiment, par rapport aux échanges qu'on avait précédemment, une attente forte sur le fait que le rôle du patron, du responsable d'entreprise, c'est d'être engagé au-delà de son entreprise et de ses enjeux, je dirais, économiques, mais qu'on les attend sur le fait qu'ils jouent un rôle de premier plan en matière de changement et de ne pas attendre le législateur pour être poussé à agir. Et là encore, la France est au premier rang, et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre 2018 et 2020, on a eu un bond de 15 points sur les personnes qui déclarent que le rôle du dirigeant est vraiment phénoménal sur la capacité voilà, d'engager son entreprise, et c'est là qu'on l'attend. Donc, cette actualité, elle intervient en parallèle d'une réflexion de fond sur la finalité de l'entreprise, une réflexion sur les statuts de l'entreprise élargie qui ont été menés, je dirais, ça a commencé aux États-Unis, mais ça a été mené en particulier en France avec les travaux de Blanche Segrestin et du Collège des Bernardins dès 2008-2012. Après, il y a eu la publication de Profil qui s'est intéressée aux différents types de benefit corporation qui existaient, des profils mixtes en fait d'entreprises qui existaient, et puis bien sûr le rapport Nota-Sénar commandité en 2017 par le nouveau gouvernement de l'époque pour s'intéresser à la définition de l'entreprise et de son interaction avec la société et le collectif. Et puis donc l'édiction de la loi Pacte et Bruno Le Maire qui peu après son édiction, demande à l'ensemble des entreprises publiques de se doter d'une raison d'être et pour aller un cran plus loin, même de l'inscrire dans leur statut. On verra après que ça n'a pas eu forcément toute la portée qu'on en attendait du fait des obligations juridiques. Et donc, tous ces éléments de fond sont venus interroger fondamentalement les entreprises sur leur responsabilité sociétale et la finalité de leur business model. Donc, on vous montre voilà, l'engagement, il y a 1 an et demi, de 34 multinationales qui s'engagent contre les inégalités. Le fait que tout d'un coup, il y a 1 an, la Business Roundtable, qui était quand même la première tenante de la ligne néolibérale, qui tout d'un coup reconnaît que voilà, il y a une finalité autre que simplement l'intérêt des actionnaires aux entreprises. Et puis plus récemment, voilà, Larry Fink, donc le patron de BlackRock, qui avait déjà l'an dernier voilà, promu et informé du fait qu'il allait positionner ses investissements en priorité sur les entreprises qui étaient vertueuses en termes de neutralité carbone et de justice sociale. Bon, il le dit plus fortement encore cette année. La réalité, c'est que bon, il y a encore de la marge dans les investissements qu'il réalise voilà, pour entraîner vraiment le marché. Donc, comme je l'évoquais en préambule, voilà, cette acuité a été renforcée par la crise sanitaire, puisqu'on a pu voir que beaucoup se sont trouvés démunis, et à l'inverse, que celles qui s'étaient dotées de raison d'être, d'une certaine façon, ont pu rebondir de façon plus dynamique et plus logique et moins en réaction. Et on verra que sa réponse dans le rôle que peut jouer la raison d'être en termes de boussole stratégique, que le déconfinement et puis les effets de la crise Covid sont aussi venus pointer de gros enjeux à la fois sociétaux et puis économiques. Et donc, ce contexte de crise a amené à une réflexion profonde sur voilà, les priorités de l'entreprise et comment les gérer.
Et ça, c'est une étude KPMG qui a été réalisée tout récemment, qui démontre qu'auprès des dirigeants, en tout cas, voilà, 77% disent que leur purpose, hein, donc leur raison d'être, les a aidés à établir vraiment un cadre clair et efficace pour prendre des décisions dans un contexte de crise qui est en général un moment où on n'a pas forcément le temps de la réflexion. Et on voit que au niveau, y compris des États-Unis, c'est une étude américaine, la notion de purpose, ça fait son chemin dans les outils stratégiques de l'entreprise. On voit aussi, dans ça c'est une autre étude, c'est une étude Scarewell, qui démontre que la raison d'être, le purpose, est devenu une attente incontournable des investisseurs. Donc, on parle au-delà d'une logique pure d'investissement ISR, c'est voilà, de donner un cadre stratégique plus clair aux investisseurs. Donc, on voit que 76% des investisseurs attendent des entreprises qu'elles aient défini leur, leur raison d'être. Et on voit bien que l'intérêt qu'elles en ont, c'est à 93%, c'est parce que ça donne cette vision long terme de la stratégie et qui est apte à créer de la valeur. Et puis, on voit bien que c'est pas simplement, on reviendra dessus après, c'est pas simplement la phrase qui intéresse, mais c'est les KPIs qui vont être mis en place pour mesurer la mise en œuvre du purpose. Et les investisseurs vont un cran plus loin, enfin en tout cas, le questionnement qui leur a été soumis va aller un cran plus loin, et en leur demandant s'ils s'attendaient à ce que le management soit rémunéré, enfin incentivé sur la réalisation des KPI de la raison d'être. Et ils nous disent très majoritairement qu'effectivement, c'est une de leurs attentes. Donc, on voit que les patrons se disent la raison d'être, ça clarifie ma feuille de route. Les investisseurs se disent ben oui, ça clarifie la feuille de route et encore mieux si on a les KPIs pour le suivre. Ce qui est frappant, c'est en tout cas de se dire, et ça corrobore ce qu'évoquait Agnès tout à l'heure sur voilà, le manque d'embarquement perçu et ressenti par les salariés au niveau de la RSE dans l'entreprise, il y a quand même une bonne part de doute qui existe encore. Bon, là, c'était 2019, enfin, dès l'édiction de ce principe de raison d'être, il y avait quand même 69% de salariés qui pensaient que c'était plutôt une opération de communication. Ça, c'était un baromètre IFOP de 2019. Et puis, lorsque, avec Occurrence et Ecodev, chez des enjeux des hommes, on a commandité un nouveau sondage sur voilà, la RSE dans l'entreprise. On a profité pour poser, là encore, la question sur la raison d'être. Et voilà, avec un certain nombre d'affirmations. Et on voit que celle qui vient en premier, heureusement, en second, on a la notion du sens qui arrive à 31%, mais en premier à 33%, c'est quand même le fait que la raison d'être est avant tout une opération marketing. Et on va revenir sur le pourquoi c'est le cas, c'est-à-dire que encore très souvent, on va le voir, la raison d'être est perçue comme plutôt de l'ordre de la mission, hein, du mission statement, c'est-à-dire ce que l'entreprise fait pour l'extérieur, pour ses clients. Et du coup, bon, c'est une déclaration d'intention qui peut potentiellement être suivie de preuves, mais ça reste très, très orienté vers la partie prenante client. Et ce n'est pas du tout le propos, enfin, ce n'est pas que le propos de la raison d'être, c'est sur les clients. Donc ça, c'est une étude, là encore, américaine, qui démontre qu'il n'y a pas qu'en France que ce côté dubitatif sur l'impact de la raison d'être est à l'œuvre, puisque si on regarde notre dernier cercle, pour 82%, en fait, si pour 82% des salariés, c'est important que leur entreprise ait un purpose, il n'y en a que 42% qui pensent que la raison d'être de leur entreprise génère vraiment un impact, c'est-à-dire qu'elle s'imprime dans l'entreprise. Et on voit que comme pour la RSE, en fait, l'enjeu de la raison d'être, bah, ça va être le déploiement, ça va être la façon dont elle diffuse et elle infuse dans l'entreprise et comment chaque métier s'en empare. Et on aura Rémi Pierre de Maison du Monde qui parlera de ça, parce que c'est exactement le moment où ils en sont de la mise en œuvre. Donc, voilà, il y a des doutes du côté des employés et puis bah, peut-être des doutes qui sont en train, du fait de l'actualité Danone, d'augmenter aussi au niveau des dirigeants, puisqu'en fait, voilà, on montre que
ce pauvre Emmanuel Faber, qui vient maintenant de perdre la direction générale et qui est plus qu'au niveau du conseil d'administration, au niveau de la présidence, a été accusé en novembre 2020 d'opérer des licenciements, donc de ne pas être suffisamment société à mission. Et puis là, est en train de se faire sortir parce que, d'une certaine façon, la société à mission, certains actionnaires ont trouvé que ça coûtait un peu cher. Et que par conséquent, ça suffisait à l'écarter puisqu'il n'avait pas tout fait pour garantir la valeur actionnariale. Alors, pour un point de contexte par rapport à Danone, en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi quelque chose qui a été voté à 96% par les actionnaires au mois de juin est tout d'un coup remis en cause d'un revers de main. En fait, c'est le fait de fonds activistes qui, de façon un peu cachée, ont réussi à récupérer pourcentage après pourcentage un niveau d'action suffisamment conséquent pour pouvoir se faire entendre. Et ça met en question la réflexion actuelle, c'est de se dire, est-ce que des fonds activistes comme ça qui vont et viennent dans les entreprises, on ne devrait pas leur interdire d'intervenir dans la gouvernance. Voilà pour le point de contexte. Donc, tout ça pour dire que si certaines entreprises ont franchi le pas, d'autres sont plus circonspectes et se posent des questions. Voilà, raison d'être, entreprise à mission, intérêt élargi, les engagements, les risques, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? D'autant plus qu'en parallèle, il y a quand même une foultitude de labels, que ce soit le label Lucie, le label Bicorp ou la qualité de société à mission. Donc, c'est facile de s'y perdre. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de vous donner quelques repères là-dessus. Alors, la loi Pacte, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà été totalement familiarisé avec les trois niveaux que la loi Pacte met en œuvre pour repenser la place de l'entreprise dans la société en interaction avec son écosystème. Il y a un premier niveau obligatoire dont on ne parle pas tant que ça, en fait, qui est le fait d'obliger l'ensemble des entreprises à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Enfin, obligé à prendre en considération, le point de bémol, c'est que considérer, ça ne veut pas dire prendre en compte. Donc, ce petit point de vocabulaire est un peu moins disant par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. En tout cas, elles doivent apporter la preuve qu'elles se sont enquéries de leurs externalités et de la façon au moins de pouvoir y remédier, si ce n'est de mettre en place les actions qui permettraient ça. Le deuxième étage de ce qu'on appelle la fusée de la loi Pacte, de cette trajectoire, ce sont pour les entreprises volontaires de définir une raison d'être et de l'inscrire dans les statuts. Et alors, cet article 35 du Code civil donne à sa façon une définition dont vous me direz si vous trouvez qu'elle est explicite de la raison d'être, qui disent une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, voilà telle qu'elle est définie dans l'article 1835 du Code civil, la notion de raison d'être. Et puis, pour les entreprises pionnières, et on va voir qu'il y en a de plus en plus, l'idée d'aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la raison d'être dans les statuts, l'enjeu, c'est d'identifier les objectifs, les engagements qui vont permettre de concrétiser et de déployer cette raison d'être dans l'entreprise, de les mettre eux aussi dans les statuts de façon à s'engager, je dirais, juridiquement à leur réalisation. Alors, je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont entamé une démarche de raison d'être, mais comme je rappelais, l'article du Code civil n'est pas forcément extrêmement clair. D'ailleurs, cette étude qui a été faite par Entreprise et Progrès tout récemment montre que voilà, pour quasi 70% des personnes interrogées, des dirigeants interrogés, ils trouvent cette notion un peu floue, telle qu'elle a été en tout cas dans cette loi. Si on regarde les éléments de définition que donne le rapport Nota-Sénard, voilà, la notion de raison d'être consiste à donner corps à la fiction juridique que représente l'entreprise. Ce n'est pas forcément très explicite non plus. Et puis, quand on fouille dans d'autres parties de la loi Pacte, que ce soit l'étude d'impact ou l'exposé des motifs, voilà, quand on dit que la raison d'être constitue une forme de doute existentiel fécond permettant d'orienter l'entreprise vers une recherche de long terme, ce n'est pas forcément non plus très explicite.
C'est pour ça que chez Des enjeux et des hommes, en fait, on a éprouvé le besoin de donner une définition opérationnelle qui permettait de positionner la raison d'être sur vraiment ces enjeux et comment il nous semblait qu'elle devait être formulée pour voilà, qualifier ce qui exactement cette notion représente par rapport à la conduite de l'entreprise. Donc, nous, on le définit comme la contribution que l'entreprise apporte aujourd'hui et demain, donc cette perspective temporelle, aux principaux enjeux. Et alors, on les cite parce que ce n'est pas que social, sociétal et environnemental, mais c'est aussi les enjeux économiques. C'est bien une différence avec la RSE, c'est que la raison d'être, elle englobe la dimension économique et le business model de l'entreprise. Donc, aux principaux enjeux de ces domaines d'activité, en impliquant ces principales parties prenantes. Donc, tel qu'on le formule là, pour nous, il va de sens, il va de soi que la résultante, enfin, la raison d'être, c'est la résultante d'une démarche de co-construction en main dans la main avec les parties prenantes. Donc, en fait, si on prend cette logique de la loi Pacte, l'ambition, c'est bien d'inviter la RSE au cœur de la stratégie et de la gouvernance. On voit bien comment les tâches de cette fusée, elle infuse la RSE au cœur du réacteur. Et ce qu'on a pu constater dans les missions qu'on mène, c'est que la réflexion sur la raison d'être, elle vient rééclairer les priorités stratégiques de l'entreprise à la lumière de l'ensemble de ses parties prenantes et plus seulement des clients et des actionnaires. Et la raison d'être, elle vient diffuser la RSE puisqu'elle vient donner cette compréhension de l'écosystème à l'ensemble des métiers et de comment contribuer aux différents enjeux des parties prenantes dans les différents métiers. Donc, elle permet de diffuser la RSE dans l'ensemble de l'entreprise. Et comme je le disais, comme je le rappelais tout à l'heure, à la différence de la RSE, la raison d'être, elle inclut dans son périmètre la performance commerciale et économique. Et puis, là où la RSE s'intéresse à la maîtrise des externalités, voire à la compensation des externalités, la raison d'être, elle s'interroge globalement à l'utilité de l'entreprise à la société. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la qualité de société à mission, puisqu'on va faire un point de focus après dessus. Donc, il y a 5 conditions pour la société à mission. Dites-moi dans le chat si c'est des choses avec lesquelles vous êtes totalement aguerris et aussi c'est des éléments qui vous intéressent. Donc, il y a 5 conditions à remplir pour être une société à mission. C'est la formulation d'une raison d'être ou d'une mission, selon les entreprises. Voilà, vous verrez que Fago parle de mission ou de raison d'être indifféremment. Donc, une formulation qui a été faite avec les parties prenantes et inscrite dans les statuts, la traduction en engagement, ces fameux objectifs sociaux et environnementaux, l'incorporation donc au statut d'entreprise de ces engagements, ce qui suppose que tout ça fasse l'objet d'un vote des actionnaires, une gouvernance dédiée, c'est-à-dire la composition d'un organe de suivi qu'on va appeler le comité de mission, dans lequel les parties prenantes et voire des experts, on va voir les enjeux que ça pose, soient représentés. L'évaluation par un organisme tiers indépendant accrédité qui va permettre de valider que le comité de mission, cet organe de suivi, effectivement a fait son travail, entre guillemets, et a mis l'entreprise en bonne position d'atteindre ses objectifs. Et puis, la déclaration du tout au tribunal du greffe. Donc, derrière cette loi Pacte et cette cible de la société à mission, en fait, qu'est-ce qu'il se cache? Il se cache l'enjeu fondamental de réconcilier profitabilité et poursuite d'une mission d'intérêt collectif. Et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe en ce moment au niveau économique, de démontrer que cela est possible, indépendamment des effets d'actualité, notamment de ceux de Danone. Puisque l'enjeu, c'est bien d'engager des actionnaires qui ont voté en Assemblée générale pour mettre des objectifs dans les statuts qui ont pour but de pérenniser la capacité qu'a l'entreprise de les atteindre dans la durée. C'est bien ça l'enjeu, c'est de figer ça dans les statuts de façon à ce que ça ne puisse pas être réversible. C'est bien aussi l'enjeu de s'engager en tant qu'entreprise, mais aussi d'engager ses parties prenantes dans un projet de contribution et de s'inscrire dans une trajectoire de transformation. L'idée n'est pas
l'esprit de la loi Pacte n'est pas de dire que du jour au lendemain, les entreprises doivent faire un pivotement à 90 degrés, mais bien de démontrer leur engagement et leur capacité à progresser sur une trajectoire. Et c'est comme ça que nous, on voit le continuum de la loi Pacte. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, en fait, si on veut résumer, une société à mission, c'est une entreprise qui s'est interrogée sur son utilité à la société, sa raison d'être, et qui, au-delà de cette réflexion, s'engage juridiquement à agir pour lui donner corps via des engagements sociaux et environnementaux qu'on appelle donc les objectifs statutaires. On peut très bien s'engager fortement sans changer ses statuts. On peut se dire que ça va être une première étape de définir des KPIs, et puis que quand on se sent prêt, qu'on a affiné ses objectifs, en ce moment-là, on peut les mettre dans les statuts. Vous avez des questions à ce stade ? Non, c'est clair ? Non, c'est hyper intéressant, Sylvie. Bon, très bien. Alors, donc, maintenant, une fois qu'on a vu l'esprit de la loi, la réalité, c'est comment est-ce que tout ça vient s'insérer dans la vie d'une entreprise, en particulier une entreprise qui est déjà existante. Parce que vous le verrez tout à l'heure, beaucoup de sociétés à mission se sont créées d'emblée en tant que société à mission. Certaines entreprises se sont créées, il y a une dizaine d'années, on verra des exemples, directement sur l'idée d'avoir une mission sociétale. C'est autre chose quand même quand on est une entreprise qui existe depuis longtemps. En fait, si on veut se reposer la question globalement de l'utilité sociétale de son entreprise, ça revient un peu comme engageait Simon Sinek, qui est un ex-publicitaire, à se poser la question du pourquoi et à réaliser en fait, en faisant une étude comparée des entreprises qui avaient vraiment, et des marques en particulier, qui avaient vraiment imprimé un vrai changement de perception, ou des leaders qui avaient vraiment fait bouger les choses, que ce soit Gandhi ou Steve Jobs, hein, même si on fait un grand écart un peu périlleux entre ces deux personnalités et ce qu'elles revendiquaient. En fait, le trait commun, c'est que c'est des gens qui parlaient du pourquoi et au nom de quoi agir, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il fallait faire ou comment le faire. Et en fait, c'est exactement ça le principe de la raison d'être, c'est de réfléchir au nom de quoi on fait les choses, plutôt que d'écrire ce que l'on fait. Et si on réfléchit, je dirais, à la façon dont les marchés se sont structurés, et si on prend l'exemple de la voiture, par exemple, du temps de Ford et de la Ford T, voilà, il n'y avait qu'une voiture, et puis elles étaient toutes de la même couleur, donc il n'y avait pas à se poser de questions. Donc on achetait quoi? Une voiture. Et puis au fur et à mesure, voilà, que le quoi s'est différencié avec différentes formes, différentes couleurs, et bien, différentes puissances, et bien, les marques et les entreprises se sont différenciées sur le comment. Donc, je le fais de façon plus flashy si je suis Ferrari, je le fais de façon plus sûre si je suis Volvo, etc. Et puis là encore, quand il y a un niveau de saturation, finalement, les entreprises et les marques ont éprouvé le besoin de remonter sur le pourquoi, sur le purpose, qui était une optique vraiment de différenciation, je dirais, à la marge par le bénéfice émotionnel. Quand on parle de l'entreprise et de la raison d'être, en fait, on fait le chemin inverse. On commence par le pourquoi, et c'est parce qu'on a articulé le pourquoi que du coup, on va venir rééclairer le comment et le quoi. Et on va voir que, en fait, dans les missions que nous, on mène, on est très souvent amené à rééclairer non seulement le périmètre du métier de l'entreprise, mais aussi ses valeurs, parce que ce qu'on a trouvé dans la démarche de raison d'être a permis de rééclairer les choses. Et en fait, la raison d'être, elle est vertueuse à plusieurs niveaux, parce qu'elle répond à une recherche fondamentale qui nous habite tous, qui est la recherche de sens. Que ce soit pour l'organisation, avec l'enjeu de déterminer les orientations stratégiques pour le long terme et de faire des choix. Et on va voir qu'une raison d'être qui ne demande pas à faire des renoncements ou qui correspond au périmètre de l'activité actuelle de l'entreprise, ce n'est pas forcément une bonne raison d'être. Pour les individus qui la composent, hein, voilà, parce que ça permet de répondre à la question de voilà, à quoi je sers, hein, qu'est-ce que je sers quand je vais travailler tous les matins, pourquoi je me lève, est-ce que je suis en accord avec ça? Pour ces parties prenantes externes, c'est effectivement dans quoi je me reconnais quand je suis client de telle ou telle entreprise, ou quand je suis prestataire ou partenaire de telle entreprise. Est-ce que je me sens en affinité autour de quelle notion?
Et dont on peut se rendre compte, en fait, quand on regarde les raisons d'être qui résonnent, c'est qu'en fait, elles sont le reflet d'une certaine conception du monde et de la société à laquelle on a envie d'adhérer, en tout cas qui est celle de l'entreprise, et qui s'ancre souvent dans un point de vue, et que c'est ce point de vue qui, partagé, finalement, va nourrir la cohésion de l'organisation. Alors, pour vous donner 3 exemples, on a repris Michelin, le groupe Rocher et Maïf, et on voit bien comment la raison d'être de Michelin, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui nous dit offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, elle est ancrée dans une conviction qui est que la mobilité est un outil indispensable au développement humain. Donc, si la mobilité est un outil indispensable au développement humain, moi, Michelin, dans le cadre de mon utilité à la société, mon enjeu, ma raison d'être, c'est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Le groupe Rocher, sa conviction, elle est née de son fondateur, Yves Rocher, et on nous dit, voilà, Monsieur Rocher pensait que l'impact de la nature sur le bien-être des personnes et leur envie d'agir pour la planète était fondamental. Donc, on se donne, nous, groupe Rocher, comme raison d'être, de reconnecter l'ensemble de nos communautés à la nature. Et on voit bien que quand on dit offrir à chacun une meilleure façon d'avancer ou reconnecter nos communautés à la nature, ça permet de prendre de la hauteur et d'avoir une définition beaucoup plus large du métier. En plus, le groupe Rocher, ils ont racheté Petit Bateau, donc c'était compliqué d'avoir quelque chose qui soit plus au niveau du côté bien-être, santé, enfin voilà, cosmétique. Mais on voit bien comment l'enjeu de la raison d'être, en fait, c'est potentiellement de redessiner le futur de l'entreprise et ces pistes d'innovation. Et puis le dernier exemple, c'est Maïf, dont on voit que voilà, leur point de vue est tellement différenciant que finalement, il est devenu leur raison d'être. Et que leur raison d'être, c'est de prouver à quel point leur point de vue est valable et valide. Et ce point de vue, c'est que seule l'attention sincère portée à l'autre permet de garantir un réel mieux commun. En fait, là, j'ai la chance d'accompagner la Maïf dans cette mission de raison d'être. On est vraiment sur l'essence de ce qui fait l'ADN de la Maïf, du fondement mutualiste et de un pour tous, tous pour un, et vraiment d'être dans le respect et la confiance vis-à-vis de l'autre. Donc, tout ça pour préparer que la raison d'être, c'est vraiment une notion qui surplombe toutes les autres. Vous parliez tout à l'heure du fait que les entreprises avaient tendance à travailler en silo. C'est vrai que voilà, plus l'entreprise grossit, plus la feuille de route devient touffue et on a tendance à s'enfermer dans son périmètre avec parfois ces notions. Et c'est vrai que si on essaye de voir comment l'entreprise se définit, selon qu'on est du côté des RH, et on va nous parler de marque employeur, selon qu'on est du côté du marketing ou de la com, on va nous parler de promesses de marque ou de plateforme de marque. Du côté des investisseurs et de la finance, on va parler de vision business. L'enjeu de la raison d'être, c'est bien d'être en surplomb de tout ça pour venir irriguer l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Et on voit bien comment là, un peu comme on disait Sinek, le why et cette notion du sens prime, elle est au sommet de la pyramide stratégique et va venir influencer la façon dont l'entreprise définit sa mission, son métier, ce que l'entreprise fait pour créer de la valeur, qui peut évoluer de 5 à 10 ans. Normalement, la raison d'être, elle est pérenne. On a identifié ce qui fait la singularité de l'entreprise. On parlera plus de démarche méthodologique dans le deuxième atelier, mais ce qui fait la pérennité de l'entreprise depuis son existence et puis sa capacité à se projeter dans le futur. Et puis, donc, comment la raison d'être aussi, elle permet de rééclairer la façon dont le business est conduit, les valeurs que l'entreprise promeut et met en œuvre, et potentiellement la vision stratégique, c'est-à-dire le positionnement que l'entreprise veut avoir à terme sur le marché. Et en termes de priorité stratégique, de plan d'action et de KPI, c'est vrai que ça, directement, normalement, ça doit infuser les notions de la raison d'être. Et je pense que Rémi Pierre vous parlera en fin de présentation et d'atelier de ce qu'ils sont en train de mettre en place au niveau de Maison du Monde à ce sujet, au niveau de l'imprégnation métier. Donc, la raison d'être, elle se situe bien au sommet et c'est à la fois la boussole et l'étoile polaire de l'entreprise. Et quand on remonte des KPIs et des actions concrètes, là, on est vraiment dans le spécifique. Et plus on remonte, plus on est dans la dimension aspirationnelle et ce qui donne le sens global. Le sens notamment pour la conduite du business,
puisque la raison d'être a pour vocation de devenir une boussole pour les dirigeants. Typiquement, là, voilà l'exemple de Solvay, qui nous rappelle son point de vue. Une chimie innovante doit et peut apporter des solutions aux générations futures, ce qui explique qu'ils aient pris la décision, le renoncement, le désengagement de leur filière PVC, puisque ce n'est pas fidèle à leur raison d'être qui est au service du progrès de l'humanité. On peut parler aussi de Danone, qui, du fait de sa raison d'être très ancrée dans la santé, au fil de son histoire, n'a cessé de se séparer des activités qui n'étaient pas directement en lien avec cette raison d'être. Le but de la raison d'être aussi, de cette phrase, on disait tout à l'heure, voilà, on a beaucoup de formulations qui sont dirigées plutôt essentiellement vers le client, vers la clientèle. Là, quand Michelin nous dit offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement que ça nous parle de qualité des pneus, mais, et même d'ailleurs de l'évolution de business model de Michelin vers la location facturée au kilomètre parcouru pour les poids lourds, ou le service de location de pneus, voilà, c'est-à-dire qu'on passe de la vente du produit à la vente du service, mais qu'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, ça se lie aussi au niveau de la partie prenante collaborateur. Voilà, comment ça se traduit, la meilleure façon d'avancer en termes de politique RH, d'employabilité, de formation. Ça se traduit aussi, bien sûr, au niveau des actionnaires, c'est-à-dire le fait compte tenu de tout ce que Michelin a mis en place au niveau de ses politiques RSE et responsabilité, de se dire, voilà, votre valeur actionnariale, elle se fait d'une meilleure façon. Et puis, l'application vis-à-vis de la société avec toutes les actions, je dirais, de l'ordre de la philanthropie, ou en tout cas des actions éducatives qui sont menées en termes de sécurité routière par Michelin. La raison d'être, donc, ce n'est pas une vague déclaration d'intention. Tiens, il y a un petit logo qui se balade. C'est vrai que typiquement, là, on a une raison d'être, donc un purpose américain, qui est pourtant une entreprise que je vais révéler tout de suite, qui est Zappos, qui est à la pointe qui est à la pointe de ce qui est la gouvernance partagée, et qui ont effectivement un très bon service aux consommateurs. C'est des ventes de chaussures en ligne, mais leur raison d'être, quand ils nous disent proposer le meilleur service possible aux consommateurs, on peut se demander à quel point c'est mobilisant et différenciant, puisque on est vraiment sur une déclaration d'intention et puis quelque chose de très très vague. Pareil, Procter & Gamble, qui est censé être voilà, le grand prêtre du marketing et du temps où c'était encore valide, de l'USP, Unique Selling Proposition. Donc, il nous dit que leur raison d'être, leur purpose, c'est d'offrir aux consommateurs du monde entier des produits et services d'une valeur supérieure, afin d'améliorer leur vie quotidienne aujourd'hui et pour les générations futures. Donc, on voit bien comment typiquement, que ce soit ça, celle de Nissan, Enriching People's Life, ou celle de Zappos, on a des phrases qui pourraient se mettre quasiment sans problème sur n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle activité. Et le propos de la raison d'être, ce n'est pas ça. Donc, ce n'est pas non plus un acte de communication, on le disait, on a un certain nombre de raisons d'être qui nous font des promesses. Voilà, quand Swiss Life dit permettre à chacun de vivre selon ses propres moyens, ses propres choix, on peut se demander comment c'est vraiment suivi des faits, en tout cas si on en reste qu'à la phrase. Et ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de médias se sont fait l'écho du risque de purpose washing. Voilà, s'interrogent sur comment éviter le coup de com'. Est-ce que vraiment c'est du tangible, ou est-ce que c'est du bullshit, entre guillemets, comme nous évoquent les Échos. Si on reste sur la phrase, on dit les critères d'une bonne raison d'être, c'est qu'elle soit à la fois simple et synthétique, idéalement différenciante, stable dans le temps, inspirante pour l'interne, c'est-à-dire qu'elle mette en mouvement, qu'elle engage les gens à agir, qu'elle puisse s'adapter et fonctionner avec l'ensemble des fonctions d'entreprise et de ses évolutions futures, qu'elle soit crédible, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui soit atteignable, que ce ne soit pas une promesse vague, qu'elle s'ancre dans les ODD qu'on rappelait en premier, parce que si on n'est pas au service de certains enjeux sociaux, environnementaux, on revient dans le travers d'être exclusivement dans une approche client-actionnaire, et puis inclusive des parties prenantes. Et s'il y a bien un critère qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est la dimension de différenciation.
parce qu'on voit, là, c'est une étude qui a été faite par Confluence sur les formulations de raison d'être des entreprises du CAC 40, et on s'aperçoit que pour 45% d'entre elles, elles parlent de clients, donc on est très orienté client, et puis après qu'on a quand même un certain nombre de mots bateaux: durable, confiance, avenir, futur, accessibilité, responsabilité, innovation. Là, on a presque les mots voilà, pour créer une phrase en patchwork, bien bateau, qui ne répondra pas à l'objectif, qui est vraiment de capturer la contribution idéalement unique de l'entreprise à son écosystème. Donc voilà, on va passer rapidement là-dessus pour dire qu'effectivement, c'est plutôt de l'affirmation. Et si on regarde les énoncés de raison d'être et leurs dimensions différenciantes, là, je vous en ai mis 4 du même secteur. Est-ce que vous avez identifié le secteur dont il s'agissait? Assurance. Voilà. Protéger et agir pour un futur serein. Donc, we secure your future. Protéger et mettre et souligner, donner la qualité de vie. Répondre à tous les besoins de protection de la personne. Effectivement, c'est l'assurance, avec AXA et Allianz, qui sont les 2 leaders qui nous disent pratiquement la même chose. Et puis, G2R La Mondiale et Generali, qui sont effectivement aussi sur un besoin de base, qui est la protection. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à qualifier dans la raison d'être comment on peut être différenciant au niveau de ce qui préside à cet enjeu métier de base qui est la protection. Et là, on est sur un autre secteur qui est celui de la mobilité, vous l'aurez peut-être reconnu. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on a 2 acteurs qui nous parlent, enfin, on a plusieurs acteurs qui nous parlent de liberté, d'ouvrir la mobilité à tous, en fait, chaque entreprise la met à son prisme un petit peu différent. Voilà, on parle de déplacement, ou on parle de meilleure façon d'avancer pour Michelin, ou on peut parler encore de l'ancrage au territoire pour Keolis. Donc, on voit que en fait, en filigrane derrière ces énoncés qui sont tous autour de la notion de mobilité, il y a quand même moyen d'aller qualifier en quoi l'entreprise singulièrement vient délivrer sur cet enjeu, et d'une certaine façon vient nous faire passer un petit peu de son point de vue. On voit bien qu'en Keolis, là c'est une toute récente, elle est sortie je crois en début de semaine, quand Keolis nous dit déployer les mobilités sûres au service de chaque territoire, on a cet ancrage territorial de Keolis qu'on ne retrouve dans aucune des autres raisons d'être, et qui fait parler un peu sa singularité. Et donc, c'est pour ça que, au-delà de l'énoncé de la raison d'être, ce qui va compter aussi, c'est la façon dont elle s'imprime dans l'entreprise et dont donc, elle s'incarne en engagement. Parce que la raison d'être, à l'instar de la façon dont Veolia l'a mis en place, et ça leur a mis du temps pour articuler tout ça, ils ont mis presque 18 mois, c'est donc bien plus qu'une phrase, c'est un engagement à la fois du président, c'est bien sûr une phrase synthétique, mais aussi un manifeste qui vient définir les termes de la phrase et puis rappeler les grands enjeux auxquels l'entreprise souhaite contribuer et la déclinaison pour les parties prenantes. Et puis, c'est tout un détail sur les éléments de soutien qui vont donner corps à cette raison d'être et qui vont favoriser sa mise en opérationnalité. C'est-à-dire les engagements qu'on prend, les indicateurs et les éléments de preuve. Et bien sûr, la gouvernance, même si on n'est pas encore dans la trajectoire finale de la société à mission, ce n'est pas encore le souhait de Veolia, mais on voit bien qu'ils ont aligné tous les éléments qui leur permettent, s'ils le veulent, de devenir société à mission, puisqu'ils ont y compris une gouvernance qui permet de piloter l'alignement entre la raison d'être et les décisions de management de l'entreprise. Voilà, donc on a un petit point de focus sur Veolia, où on voit bien comment la raison d'être, en fait, même si la formulation de la raison d'être de Veolia, elle n'est pas super différenciante, ils sont très hauts sur le fait que, voilà, ils croient que le progrès humain, ça passe par le respect des ODD. Donc, en tout cas, ils sont très fidèles à cet enjeu de contribution aux ODD, puisque donc, cette roue qu'ils appellent la roue de la performance plurielle, on voit bien les différentes parties prenantes, société, salariés, actionnaires, clients et planète. Et à l'intérieur, voilà comment ils vont les leviers de leur performance environnementale avec voilà, les différents ODD auxquels ils contribuent. Et ça vient, en fait, nous, on aime bien travailler la raison d'être en perspective. Donc, de dire que c'est un édifice
qui permet de tracer une trajectoire de progrès. On voit bien là comment, typiquement sur, par exemple, l'axe d'engagement société, hein, qui est de soutenir le développement des territoires de manière responsable. Derrière, il y a des exemples d'engagement et chaque engagement, en fait, est doté de KPIs, voilà, l'accès aux services essentiels, eau et assainissement. Donc, ils ont un indicateur qui est le nombre d'habitants et puis des références en termes de calendrier et de cibles quantitatives, hein. Je ne vais pas tout détailler. Et c'est vrai que si maintenant on travaille, là, je regarde l'heure encore, c'est bon, sur qu'est-ce qu'on entend par société à mission, qu'est-ce qu'il faut pour devenir société à mission. Eh bien, une fois qu'on a effectivement travaillé sa raison d'être et identifié ces grands axes d'engagement, bah, il ne reste plus d'une certaine façon, pour peu qu'on soit à l'aise et puis qu'il y ait une étape un peu juridique quand même pour valider la formulation, à sélectionner les engagements qui vous semblent les plus aptes à incarner cette raison d'être au niveau social et sociétal et à les inscrire dans vos statuts. Donc, en fait, ce qu'on appelle la mission d'entreprise, normalement, c'est ce couple phrase de raison d'être, énoncé de raison d'être et objectif que vous vous assignez pour atteindre cette raison d'être, notamment sur la dimension sociale et sociétale. Du coup, si on continue à appliquer ce principe de l'édifice de la raison d'être à Danone, eh bien, les objectifs qui ont été votés en AG en juin et qui devraient rester sur la table quand même, on va suivre l'actualité, voilà, ils sont au nombre de 4 sur une logique un peu comme Veolia de partie prenante. Donc, vis-à-vis des clients, il s'agit d'améliorer la santé grâce à un portefeuille de produits plus sains et des marques qui encouragent de meilleurs choix nutritionnels. Un deuxième engagement qui est autour de la préservation de la planète. Un troisième engagement qui est sur l'interne, faire participer les salariés à la croissance inclusive, à leur croissance de l'entreprise. Et puis, un axe d'engagement aussi sur la croissance inclusive et une dimension plus sociétale. Et de la même façon, derrière ces grands axes d'engagement, ces objectifs statutaires, du coup, voilà, en dessous, il y a des objectifs plus granulaires qui viennent détailler comment ils seront atteints et les KPIs qui sont afférents. Et donc, en fait, pour qualifier un peu plus précisément la mission du comité de mission, parce qu'on ne va pas forcément, je vais voir à quelle heure Frédéric de Fago nous rejoint, mais le rôle du comité de mission et de l'OTI, ça va donc être bien de vérifier que, objectif par objectif, la feuille de route opérationnelle qui a été mise en place par l'entreprise permet bien d'être sur la trajectoire qui permet de revendiquer cette qualité de société à mission. Donc, ce n'est pas l'idée d'y répondre tout de suite, mais bien de pouvoir démontrer qu'il y a une trajectoire de progrès. Pareil, sur le groupe Rocher, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, les 5 objectifs que le groupe Rocher a mis dans ses statuts, et en fait, eux, ils ne sont pas vraiment dans une logique de partie prenante, ils ont plutôt été déclinés, toutes les actions qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour mettre la nature au cœur de leurs activités. Donc, voilà, promouvoir le lien entre santé et nature, c'est quelque chose d'holistique au niveau de l'entreprise, agir en faveur de la biodiversité, développer l'innovation frugale et l'économie circulaire, faire de la Gacilly un écosystème vertueux. Et là, on retrouve une dimension plus produit et client, hein, offrir des expériences de bien-être grâce à la nature. On voit bien comment là, il remonte d'un cran. Et quand on dit expérience de bien-être par rapport grâce à la nature, en termes de logique d'innovation, ça ouvre des champs qui sont bien plus larges que leur périmètre actuel. Alors, si on passe maintenant aux dernières actualités sur la raison d'être et société à mission, voilà, donc on a des témoignages voilà, qui nous donnent des échos sur pourquoi un Démurger ou un monsieur Rocher ou comment il s'appelle, celui de À l'envie sont partis en société à mission. Voilà, que ce soit officialiser une mission familiale hein, pour le groupe Rocher, ou ancrer la mission d'une entreprise auprès des investisseurs pour À l'envie, ou encore assumer le rôle politique de l'entreprise pour Maïf et Pascal Démurger. Et peut-être que c'est faisceau de raisons qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus de 100 entreprises qui se sont engagées dans cette qualité de société à mission.
alors, en ce qui concerne la raison d'être et le fait de la mettre dans les statuts, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que peu d'entreprises, de grosses entreprises, ont sauté le pas de mettre la raison d'être dans leur statut. Il n'y en a que 6 au niveau du CAC 40, hein, même si la majorité d'entre elles se sont dotées d'une raison d'être. Donc, il n'y a que les 6 qui sont là. Hein. Elle encore avec, comme Danone, 99% de votes favorables. Donc quelque chose qui a été naturellement adoubé par les actionnaires. On espère que, contrairement à Danone, ça ne va pas donner lieu aux mêmes voilà, conjectures. Et on voit bien qu'en termes de vocabulaire, là c'était une étude qui est ressortie un peu après celle que je vous ai présentée. Voilà, on a quand même beaucoup de mots-clés qui se ressemblent d'une version à l'autre. Donc, l'engouement croissant pour la qualité de société à mission, on voit bien comment entre le début 2020 et la deuxième moitié de 2020, on a eu un bond énorme en termes de candidatures et de déclarations de qualité de société à mission. On peut penser que l'effet crise sanitaire n'a pas été anodin là-dedans, hein, qui a amené une réflexion en se disant, voilà, on veut s'engager, on veut aller un cran plus loin. Par contre, il faut être réaliste, on n'a quand même qu'une toute petite minorité, sans entreprise sur l'ensemble du tissu français, c'est quand même très peu. Et surtout, quand on regarde le profil des sociétés à mission, on s'aperçoit que ce sont en grande majorité des PME. Hein, si vous faites le compte de la micro-entreprise et de la PME, et de la PME voilà, supérieure à 50 salariés avant d'arriver à l'ETI, on est quand même à 90% quasiment. Hein. Ce sont des entreprises qui ont été créées il y a moins de 10 ans pour la majeure partie d'entre elles. Il y en a même 20% qui sont nées sociétés à mission, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce sont des sociétés de services à 80%. On peut penser que c'est plus facile de pivoter vers une société à mission quand on n'a pas un gros appareil industriel à faire changer ou tout un tas de rouages de logistique à faire évoluer. On peut penser aussi qu'il y a un argument concurrentiel, que ça peut permettre aussi de différencier, en particulier en B2B, par rapport à ses clients, et puis une surreprésentation en Île-de-France. Ce qui est intéressant, on parlait de co-construction, c'est que si on regarde, ces éléments-là que je vous cite sont de l'Observatoire des sociétés à mission. On vous fera passer la brochure qui est très intéressante, hein, elle date du mois dernier et elle fait un bilan à date justement des sociétés à mission. C'est que la démarche qui a été suivie pour articuler la mission et les objectifs semble assez descendante et assez peu dans la co-construction. En fait, hein, si on regarde le chiffre là, il n'y a que 40% des entreprises en question qui ont consulté leurs parties prenantes externes. Donc, on peut se demander si la raison d'être et la mission qu'elles s'assignent respectent les critères que nous, on y associe, c'est-à-dire vraiment un travail en cohésion avec l'écosystème. Et puis, on voit aussi qu'il n'y a que 53% qui ont consulté leurs salariés, alors que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est né de l'engagement profond. Et plus les salariés sont conviés et impliqués dans la mise en œuvre et la formulation de la raison d'être, plus on peut penser que l'engagement à la déployer sera fort. Je regarde, il est 56. Voilà, le comité de mission, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse à date, alors que moi je fais partie du groupe de travail de l'AFNOR qui vise à délimiter le périmètre de l'OTI et du comité de mission. On s'aperçoit que les comités de mission actuellement sont représentés, enfin les membres sont en nombre très, très surreprésenté au niveau des directions générales des entreprises, alors qu'en fait l'idée serait plutôt que ce soit les parties prenantes externes qui soient majoritaires. Et quand on regarde voilà, les parties prenantes externes qui sont consultées, on a des experts, des chercheurs, des clients, actionnaires, investisseurs, des ONG, des fournisseurs. Donc, l'idée vraiment est d'être en prise directe avec les parties prenantes externes. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas au niveau des comités de mission, mais on est vraiment sur une science qui se bâtit, parce qu'on a quand même beaucoup de zones d'ombre. Les objectifs statutaires, nous, on a beaucoup de questions qui sont a priori réglées, mais sur est-ce qu'il faut qu'ils soient que sociaux ou que environnementaux, est-ce qu'on peut en avoir un, est-ce qu'on peut en avoir deux, est-ce qu'on peut en avoir plus? La loi reste très floue à ce niveau-là.
Et en fait, la réponse, c'est on peut tout avoir. Voilà. Ils peuvent être soit que sociaux, soit que environnementaux, soit les deux. Et puis, il y a pas de... Ah ben voilà, Frédéric qui nous a rejoint. Il n'y a pas de limite au nombre d'objectifs statutaires qu'une entreprise peut se définir. Après, il y a beaucoup de conjectures actuellement sur le comité de mission. Qui le nomme, selon quelle modalité? Est-ce qu'on nomme d'abord le président qui va nommer les autres membres? Est-ce qu'il doit être nommé avant ou après avoir défini les objectifs? Quel est le niveau de questionnement? Est-ce que le comité de mission est juste là pour identifier une démarche de progrès sur des objectifs préexistants, ou est-ce qu'il a la capacité à aller challenger ces objectifs en disant est-ce qu'ils sont vraiment transformateurs de l'entreprise? Est-ce qu'ils n'ont pas été mis là juste parce qu'ils étaient faciles à atteindre? Il y a tout l'enjeu de la rémunération versus le bénévolat, parce que l'expérience qui est donnée par les entreprises qui sont déjà en phase et en marche vers leur prochaine audit et donc ont entamé ces échanges avec le comité de mission. Ça sera intéressant que Frédéric nous fasse un retour sur comment fonctionne celui de Fago, que ça prenait quand même pas mal de temps. Normalement, le comité de mission doit se réunir au minimum 2 fois par an, mais en fait, compte tenu de son périmètre, ça semble visiblement peu crédible, puisqu'à la Maïf, ils nous ont témoigné qu'ils étaient déjà à 4-5 réunions, alors qu'ils n'en sont pas à un an d'existence. Et puis, voilà, les risques juridiques qui sont encore en discussion. Pour l'instant, c'est trop tôt pour statuer, puisque aucun organisme d'OTI n'a encore été accrédité. Hein. Il y a en ce moment même un arrêté, un décret qui formalise le périmètre de l'OTI qui est en train d'être validé au niveau du gouvernement. Donc, le COFRAC ne pourra éditer la liste de critères, la portée d'accréditation pour les futurs organismes qu'à partir de mai. Et donc, les premières accréditations provisoires seront délivrées tout prochainement. Et donc, ça tombe bien parce que les premières sociétés à mission doivent pouvoir commencer leur audit pendant l'été. Voilà. Je vais passer vite sur les compositions de comité de mission pour arriver à la partie témoignage. Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de zones d'ombre, mais heureusement, on va avoir quelqu'un pour nous éclairer. Ça va et toi? Frédéric, tu es avec nous? Je suis bien avec vous, bravo. Voilà, j'ai trouvé rigolo, j'ai trouvé cette petite figurine, hein, ça peut être témoignage d'un pionnier. Hein, voilà, il y a un petit air de famille. Voilà, c'est la barbe. Voilà, donc merci à Frédéric de nous rejoindre sur ce premier témoignage autour de société à mission. Bravo à Fago d'être parmi les 100 premières entreprises à être société à mission. Est-ce qu'on peut comprendre le pourquoi, le comment et puis comment ça se vit au quotidien chez Fago? Avec plaisir. D'abord, bonjour à tous. Je suis